L'anthroposophie rêve d'une contre-société où tout élément doit devenir anthroposophique, où science et spirituel ne feraient plus qu'un sous l'égide d'une seule doctrine. Dans ce projet, elle s'inscrit également dans l'idéologie écofasciste. Née au XIXe siècle dans la lignée du mouvement Völkisch, orienté environnementaliste et nationaliste xénophobe, l'écofascisme se base sur l'utilisation de méthodes autoritaires pour préserver l'environnement. Ce n'est pas incompatible avec les positions racistes de Rudolf Steiner, dont il a hérité de la théosophie d'Helena Blavatsky. Pour ce faire, Steiner a élaboré une classification raciale des êtres humains issue de la notion théosophique de race-racine. Steiner distinguait ainsi 5 races humaines, plus ou moins avancées en termes d'intelligence et d'évolution de la conscience. Comme le note l'historien américain Peter Staudenmayer, Rudolf Steiner a alimenté des mythes racistes sur les Noirs, considérant leur immigration en Europe comme terrible, aux effets néfastes sur le sang et la race. Des croyances absurdes qui nous rappellent la théorie conspirationniste d'extrême droite du grand remplacement, chère à Renaud Camus. Le remplacement, c'est le changement de peuple avec le changement de civilisation qu'il implique. Il y a un peuple et en l'espace d'une ou deux générations, il y a sur le même territoire un ou plusieurs autres peuples. Le délire de Steiner va même jusqu'à l'interdiction donnée aux femmes blanches de lire des romans dits nègres durant leur grossesse, sous peine d'avoir un bébé mulâtre. Ainsi, Steiner considérait haut et fort que le groupe le plus avancé au sein de la race racine aryenne est le peuple nordique germanique. De telles théories nauséabondes ne pouvaient que faciliter le rapprochement avec le NSDAP. Après la mort de Steiner, survenue en 1925, sa veuve Marie Steiner von Sievers et le comité exécutif de la Société anthroposophique prenaient leurs plus belles plumes pour exprimer leur plus haute estime envers Adolf Hitler afin de protéger le mouvement. À l'époque, l'anthroposophie bénéficiait du soutien de Rudolf Hess, chef de la chancellerie nazie et dauphin d'Hitler jusqu'à sa lamentable épopée aérienne en Écosse en mai 1941. Un mouvement aussi proche du pouvoir représentait un rival à éliminer pour Heinrich Himmler, chef de la SS, qui souhaitait instaurer sa propre religion basée sur un paganisme nazi. Cet été 1934, Himmler obtient ainsi une quasi-indépendance pour ses troupes d'élite SS. Son programme eugénique est en place. Il est en passe de contrôler toutes les instances de police et de services secrets d'Allemagne. Il a créé un embryon d'armée SS avec la bénédiction d'Hitler. Heinrich Himmler peut maintenant passer à la prochaine phase de son plan diabolique, la création d'un ordre mystique de chevaliers germaniques qui dominera le millénaire arien à venir. Pour se défendre, le comité exécutif écrivait « Une telle désignation représente une discrimination injustifiable contre une société qui prône le nationalisme allemand avec la plus grande loyauté. » Il fallait croire que la participation de Steiner au cercle pangermaniste viennois à la fin du XIXe siècle et ses théories racistes n'avaient pas suffi. Tout comme la couverture de la revue Demeter en 1939 à l'occasion de l'anniversaire d'Hitler. Si Hitler était fasciné par l'ésotérisme et l'occultisme, nombre de ses plus hauts dignitaires furent membres de la société de Thulé, dont l'idéologue nazi Alfred Rosenberg et Rudolf Hess. Himmler se méfie de l'anthroposophie, dont il reprochait les orientations internationales, prônant une éducation individualiste via les écoles Steiner-Waldorf. Comme le rapporte Peter Staudenmayer, l'arrêt fut signé en 1935 par le chef de la Gestapo, Reinhard Heydrich, farouche adversaire de l'aile verte du parti nazi. La même année, Himmler ordonna la création de son institut de recherche pseudo-scientifique, l'Ahnenerbe, afin de valider les théories sur la présumée supériorité aryenne et, par extension, justifier les horreurs perpétrées par les nazis. Un institut dirigé dans un premier temps par Walter Darré, figure de l'aile verte nazie, chef du bureau pour la race et le peuplement de la SS et ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Si tous les nazis ne furent pas disciples de l'organisation de Steiner, ils pouvaient compter sur le soutien de leaders et d'adeptes anthroposophes dès 1933. Par exemple, en la personne du médecin et ethnologue anthroposophe Richard Carutz, opposition ouvertement antisémite stigmatisant l'esprit juif comme étant rigide, obtus d'esprit et avide de posséder le monde. Il émit un avis positif sur l'ouvrage de Walter Darré, intitulé « Une nouvelle noblesse du sang et du sol », publié en 1931. Otto Ollendorf, lieutenant-général SS, pro-anthroposophe participant à plusieurs conférences sur la biodynamie et l'eurythmie médicinale, a tenté d'arrêter la fermeture des écoles Steiner-Waldorf.
Ce criminel de guerre, mort en prison en 1951, fut responsable de l'exécution de 90 000 juifs lorsqu'il était à la tête du Einsatzgruppe D du sud de l'Ukraine à la région du Caucase entre 1941 et 1942. Le médecin homéopathe Hans Rascher, père du médecin criminel SS Sigmund Rascher, déclarait être aussi anthroposophe que national-socialiste. Son fils Sigmund Rascher mena des expériences médicales sur la haute altitude sur des déportés du camp de concentration de Dachau. Placé dans un caisson de décompression, Rascher s'attardait sur les embolies gazeuses de certaines de ses victimes. On en dénombra entre 70 et 80. Ses expériences sur le froid pour protéger les aviateurs de la Luftwaffe de l'hypothermie en cas de crash en mer du Nord, firent l'objet d'un rapport transmis à Himmler. Pour ce faire, il plongeait ses victimes dans un bac d'eau glacée pendant 3 heures ou les laissait nues dans un froid glacial pendant près de 14 heures. Pendant ce temps-là, la firme Veleda fournissait de la crème anti-engelure pour les tester sur ces malheureux cobayes. Autre anthroposophe présent à Dachau, Franz Lippert, jardinier en chef de Veleda et officier SS, qui était chargé de superviser les plantations biodynamiques avec la bénédiction de Himmler. Quant à Veleda, la firme déclara qu'elle ignorait tout du mode d'utilisation de ces produits durant la guerre. Miviludes, rapport d'activité 2016. Quant à la marque de produits cosmétiques Veleda, peu de consommateurs savent qu'elle a été créée par Rudolf Steiner et des médecins anthroposophes. Après la Seconde Guerre mondiale et la chute du nazisme, les vieux tropismes d'extrême droite de l'anthroposophie perdurèrent en Europe, notamment à la personne de Werner Georg Haverbeck, ancien leader nazi, converti à l'anthroposophie chez Rudolf Hess en 1937. Il devint pasteur dans une congrégation anthroposophique et fonda le Collegium Humanum, lié au WSL, Fédération mondiale de protection de la vie, qu'il présida de 1974 à 1982. La WSL fut une organisation influente dans le mouvement écologiste allemand. Ses positions étaient à la fois pacifistes, anti-nucléaires, mais aussi anti-immigration, anti-avortement et eugénistes. Il est à noter qu'en 1951, Haverbeck a prodigué des soins pastoraux au criminel nazi Otto Ohlendorf avant son exécution à Landsberg et a célébré son inhumation. Autre figure mentionnée par Peter Staudenmayer, Ernst Otto Kors, vieil ami anthroposophe de Haverbeck et membre du Collegium Humanum et de la WSL depuis 1964. Il s'est distingué par ses publications négationnistes, dont une intitulée « Le mythe Auschwitz ». En Italie, c'est un certain Massimo Scaligero, figure néofasciste, élève de l'anthroposophe Enzo Erra, qui considérait Steiner comme le maître des temps nouveaux. Staudenmayer écrit dans son texte Anthroposophy in Fascist Italy en 2012. En août 1938, Scaligero écrit une note au secrétaire de Mussolini en réponse à l'opinion favorable exprimée par le Duce sur certains de mes articles et a envoyé à Mussolini un nouvel article de moi concernant le problème racial. L'anthroposophie peine à se défaire de l'antisémitisme de son fondateur Rudolf Steiner, surtout lorsque ce dernier déclarait que la persécution des Juifs faisait partie de leur destinée. Ainsi, en 1991 et 1997, des anthroposophes suisses et allemands rééditèrent un livre de 1961, Le mystère de la communauté juive de Ludwig Thieben. Malgré les protestations de la communauté juive à l'époque, ce livre est toujours disponible sur le net. En 1992, c'est un enseignant suisse d'une école Steiner-Waldorf qui publie un livre niant l'existence des chambres à gaz à Auschwitz. Cet enseignant aurait-il répandu ses principes négationnistes à ses élèves ?